Voilà, et pour poursuivre la discussion et la réflexion sur l'impact que s'apprêtent à avoir ces robots dans notre vie, nous avons parlé à Laurence de Villers. Elle est professeure d'intelligence artificielle à l'IMSI CNRS et elle a écrit un livre qui s'appelle Les robots émotionnels. Laurence de Villers, merci de nous rejoindre. Merci à vous. Alors, je viens d'évoquer votre livre, les robots émotionnels, paru aux éditions de l'Observatoire. Vous y évoquez le fait que les robots sont en train de se multiplier dans notre quotidien. Alors, d'une part pour nous aider, par exemple au travers de l'arrivée des chatbots. Mais attention, il existe un vrai risque de manipulation. Pourquoi devons-nous nous méfier aujourd'hui de ces amis artificiels dont vous parlez? Oui, alors merci pour cette question. Effectivement, ce ne sont pas des amis, déjà. Donc même s'ils prétendent ont un langage amical et se présentent comme des artefacts et des agents conversationnels prêts à nous aider ou en empathie avec nous, ce ne sont pas des amis, ce sont des programmes informatiques qui sont doués de langage. Et ces chatbots, par exemple, dont vous faites mention, vont se multiplier autour de nous. Donc, serons-nous capables de discerner lorsqu'il s'agit d'une machine qui parle ou d'un humain caché derrière une machine, qui peut être aussi le cas, hein. On peut imaginer quelqu'un se faisant passer par quelqu'un d'autre, utilisant une voix de synthèse, et qui derrière donc vous répond. De l'extrême inverse, on peut imaginer aussi une machine qui, s'exprimant à un moment donné de façon assez cohérente, vous semble être un humain. Donc on va aller vers cette frontière, entre, le langage de l'humain et le langage de la machine. Donc c'est là où il faut faire attention et c'est là où je dis: enfin, il est important donc d'avoir un langage précis, nous humains, de faire en sorte qu'on ait une grande diversité de langages et qu'on soit capable finalement de les piéger, ces machines, et de comprendre là où elles ne sont pas fortes pour l'instant. Elles manquent en fait de compréhension. La sémantique est très mal gérée, les émotions également. Donc ce sont des programmes quand même encore assez stéréotypés. Du coup, il est possible de comprendre que c'est une machine et de ne pas tomber dans le panneau quelque part d'un ami artificiel qui est là pour vous et qui a une intensité, une conscience, etc. Les machines n'ont pas de conscience, hein, elles ont une conscience très bas niveau, peut-être si c'est un robot de son corps, de la place qu'il prend dans l'espace, mais c'est tout, pas de conscience morale en tout cas. Et puis, ils n'ont pas d'émotion, même s'ils simulent quelque chose en disant je suis triste pour vous, par exemple. Évidemment, il n'y a pas de ressenti dans la machine qui n'a pas de corps. Donc, c'est tous ces systèmes qu'il faut arriver à comprendre mieux et sûrement pour nous, scientifiques, à mieux expliquer à tous. De la même façon, la machine ne comprend rien. Elle a des modèles qui lui permettent d'interpréter les phrases que l'on va donner si on est en train de discuter avec une machine et de proposer des réponses. Mais en rien, c'est une construction animée d'intention. Donc je me réfère toujours à Spinoza, qui explique très bien la différence entre les hommes et les machines en disant qu'elles n'ont pas de corps. Alors il ne connaissait pas les machines, mais toute sa philosophie porte sur l'hybridation entre l'esprit et le corps, qui est notre intelligence. C'est les deux en même temps qui vont porter notre intelligence et notre compréhension du monde, de la nature, des gens qui nous entourent. Et ça, la machine n'a pas de corps et n'a pas ces façons de ressentir qu'on appelle la conscience phénoménologique, si vous voulez, des phénomènes avec lesquels elle peut interagir. Du coup, nous sommes très différents. Malgré cela, les machines commencent à avoir un certain pouvoir de manipulation à travers le langage. Vous avez raison. Alors, vous évoquez aussi dans votre livre l'émergence des robots humanoïdes en particulier. Ils vont commencer à infiltrer notre quotidien. À votre avis, comment est-ce qu'ils vont changer notre société, justement? Eh bien, on joue encore plus sur la frontière d'imitation, hein, si on cherche à faire un robot qui ressemble à un humain. On a vu, notamment pour des facteurs économiques, pour des secteurs d'économie comme les agents robots sexuels, par exemple, des robots très proches des humains, qui leur ressemblent beaucoup, hein. Il y a un professeur très connu au Japon qui a fait son propre robot, son clone robotique, hein, qu'il appelle un géminoïde, un jumeau de l'humain. Et pourquoi il a fait ça? Lui, c'était pour éviter d'aller en conférence. Son robot allait à sa place et il le pilotait à distance.
Bon, il y a un vrai marché à faire des formes robotiques qui ont une peau siliconée chaude, qui vont réagir à certains capteurs et qui seraient capables de vous parler en vous disant que vous êtes formidable et qu'elles vous aiment. Donc ce marché-là va se développer de plus en plus. Donc la frontière entre humain et machine, c'est quelque chose qui est très questionnante. Doit-on interdire? Doit-on éduquer pour comprendre bien la différence entre humain et machine? On va brouiller les pistes. Et est-ce qu'on sera tous capables de comprendre bien les différences? Ce n'est pas évident. Alors, de nombreux films et de nombreuses séries, on l'a évoqué il y a quelques instants dans l'émission, évoquent notamment cette possibilité que l'on perde le contrôle sur ces robots. À quel point est-ce que c'est une perspective réaliste aujourd'hui au vu de l'évolution de l'intelligence artificielle? Oui, vous avez raison, cette perte de contrôle fait peur, en tout cas. On en parle. Est-ce que les robots vont être plus intelligents? Est-ce qu'ils vont décider pour nous? Donc, je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit précédemment, le robot n'a pas de corps et n'a pas cette compréhension du monde et de ce qu'est l'humain tel que nous l'avons. Il est certes beaucoup plus doué que nous pour raisonner et faire des calculs en énorme largeur, avec une mémoire que nous n'avons pas non plus. Donc, certes, il aura une certaine rationalité et intelligence que nous n'avons pas. Nous avons beaucoup d'imagination, on s'adapte très finement, donc l'humain a d'autres capacités que la machine a beaucoup de mal à simuler, et notamment sur les émotions et l'intuition et l'imaginaire. Donc, même si ces science-fiction nous amènent à croire qu'il est facile de cloner un humain, il est très difficile en fait de le faire parce que la machine est trop cartésienne et trop rigide sur le déploiement des programmes, même si on lui donne la capacité d'apprendre en continu en regardant l'humain. Donc, ceci nous rend très différents. Et il est très clair que pour moi, le véritable souci va être aussi dans le travail. Plus on aura affaire à des machines qui apprennent et qui sont censées vous aider dans le travail, dès qu'il y aura partage de tâches, comment on va laisser interagir la machine et l'humain, qui va décider? Et il est essentiel de faire comprendre que c'est à nous de décider et c'est nous qui sommes responsables, ceux qui font les machines, mais ceux qui vont travailler aussi avec ces machines, de ce qu'elles sont. Elles ne sont pas plus que des entités artificielles que des humains ont créées. Maintenant, il n'est pas évident de savoir comment tout cela va évoluer. Je parle souvent de coévolution humain-machine. On crée des machines qui vont de plus en plus s'adapter à chaque personne, en comprenant ses émotions, en interprétant ses émotions, en ayant un discours très particulier pour cette personne, en profilant, en essayant d'anticiper ses désirs, etc. Et en même temps, nous allons nous adapter aux machines. Comment allons-nous nous adapter? Eh bien, en fonction de aussi la façon dont nous les comprenons. Nous comprenons le code qui est mis en œuvre, les limites des machines. Donc, je pense qu'il est urgent d'apprendre les limites, les frontières qu'ont ces machines. Et si on veut bluffer une machine, il y a une manière de débusquer qu'effectivement, elle ne sait pas converser comme un humain. Si vous faites quelque chose qui est très étrange ou en tout cas imprédictible vous-même, eh bien la machine risque de pas du tout savoir comment répondre. De la même manière pour une action. Donc on pourrait être capable de l'immobiliser ou en tout cas de comprendre cette différence. Maintenant, l'inverse est peut-être possible aussi. Elle peut générer des choses qui seraient imprédictibles pour nous et qui vont venir jouer sur cette frontière où on va se demander est-ce que il y a une certaine conscience ou pas dans cette machine. De façon plus générale, quand on regarde toutes ces évolutions, à un moment donné, on a peut-être le sentiment que l'on ne peut plus échapper à tout ça. Est-ce que c'est vraiment le cas et est-ce qu'il faut organiser une sorte de résistance? Alors je pense qu'on ne peut pas enrayer ce qui est en train de se passer. Donc vous avez raison. C'est ce sera une amélioration si on met en œuvre des solutions qui sont bien évaluées, qui sont assez sécurisées. La cybersécurité, c'est devenu un vrai sujet. Plus on aura de ces objets autour de nous, plus il y aura des attaques et des hackers qui vont s'intéresser à vouloir pirater nos comptes, nos données et nous manipuler. Donc il est important de bien prendre conscience qu'il est fondamental d'avoir ces outils disponibles et ces validations de ces objets autour de nous,
et de surveiller aussi, d'auditer la façon dont on va se comporter avec eux. On ne pourra pas y échapper. Alors, comment résister, puisque c'était votre question, comment s'organiser? Eh bien, je dirais qu'on a une intelligence collective entre humains beaucoup plus forte que ces machines n'auront jamais. Elles sont, pour l'instant, capables d'apprentissage par elles-mêmes, mais absolument pas en société. Et qu'est-ce qui est notre intelligence à nous en société? C'est d'être en groupe, c'est d'être beaucoup, avoir différents points de vue, comprendre toute la diversité des choses. Et c'est pas une seule machine qui va pouvoir trouver cette richesse. Donc, il est difficile, hein, et c'est pareil, quand on parle de big data, une foultitude de données, eh bien, il y a des données qui sont plus intéressantes que d'autres. Comment faire le tri? Nous, humains, nous le faisons assez facilement. On a un contexte de sens commun, on a eu des intentions de vie en société, on a construit une société avec des codes. Ces machines en sont totalement dépourvues. Du coup, il est difficile d'imaginer qu'elles deviennent beaucoup plus intelligentes. Par contre, pour moi, elles seront extrêmement utiles parce que capables de résoudre des problèmes qu'on n'est pas capable, pardon, de résoudre. Et du coup, ce qu'il faut apprendre, c'est cette complémentarité entre des machines très sophistiquées pour des calculs et pour certaines tâches, qui seront peut-être plus à même de détecter des émotions, d'ailleurs très finement si elles ont beaucoup de données, et en même temps nos différences culturelles, la richesse du groupe, qui sera difficile quand même à aborder. Et donc, nous sommes beaucoup plus intelligents et beaucoup plus intelligents en groupe vis-à-vis de ces machines qui, pour l'instant, en tout cas, sont très rudimentaires. Laurence de Villers, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette matinée, mais nous nous retrouvons cet après-midi avec un programme tout aussi riche. Absolument, nous avons toute une série d'actions prévues cet après-midi puisque nous allons nous intéresser aux 4 dernières innovations de la journée et qui ont comme objectif rien de moins que de sauver la planète. Oui, merci beaucoup. Alors bien sûr, nous allons avoir le plaisir. Français et futurologue Joël Deronay. Et vous aurez l'occasion pendant toute cet après-midi de continuer à voter pour l'innovation 2020 qui vous a la plus séduite. On se retrouve dans quelques instants.